Alors par contre, j'ai une connexion internet dramatique chez moi. Donc j'espère que ça va pas couper. Et je pense que nous sommes en ligne sur le Facebook Live. Je vais voir ce qui se passe. Oui. Magnifique. On est en live, c'est super. Voilà, on a des gens qui vont arriver. J'ai confiance. Les gens, si vous arrivez, commentez sur la vidéo, qu'on vous voit, qu'on sache que vous êtes là. Et puis voilà, on a un tout petit peu de retard, mais c'est vendredi soir. On est confinés. C'est cool. Bonjour. Voilà, et puis merci. Ah bah, il y a maman déjà. Coucou maman. Première sur les lives, ma mère. Et puis Marine, bonsoir Marine. Donc je sais pas si toi, de ton côté, tu as les commentaires des gens sur un de tes Oui, écrans ou pas. Bon bah nickel. je les ai, je vais les mettre même en face de moi pour mieux voir. Parfait. Coucou des beaux. T'as mis les enfants au lit pour pouvoir regarder le live. Et Clément, eh ben, mais c'est super, il y a déjà plein de gens. Il y a déjà plein de gens ce soir, c'est super. Donc, Anna Célestine, bienvenue à toi. C'est la première fois qu'on travaille ensemble sur cette expo comme un arrière-goût de sorcière. C'est aussi le premier Facebook Live qu'on fait confiné. C'est pas le premier que je fais depuis chez moi, donc j'ai pas tes belles œuvres dans mon dos, mais on pourra les montrer malgré tout avec un petit partage d'écran tout à l'heure. Est-ce que toi, tu étais prête à démarrer cette petite interview tranquille? Je suis parfaitement prête. Je vais juste... Voilà, j'ai fait toute la pub nécessaire. Je suis prête. Nickel, j'espère qu'il va y avoir encore des gens qui vont nous rejoindre, ils vont arriver tranquillement. Du coup, donc, toi, tu es photographe, en tout cas, tu présentes des photographies dans l'exposition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, sur ton parcours artistique, sur ce que tu... Alors, c'est compliqué. Est-ce qu'on a la nuit? On a la nuit, je sais pas, mais on a un peu de temps, donc tu peux y aller tranquillement. En vrai, j'ai pas la nuit parce que les gens avec qui je vis m'attendent pour pour manger des tacos et je pense qu'ils vont me tuer si jamais j'arrive pas vite. On a 1 heure à peu près, on a 1 heure. Oui, c'est ce que j'ai prévu. Alors, en fait, mon parcours, il est assez chaotique et en même temps assez évident. Je pense que d'un côté, c'est pas si étonnant que ça aujourd'hui, là où je me retrouve par rapport à ce que j'étais. Globalement, j'ai fait des études de design. Après le lycée, moi, je faisais des études d'histoire de l'art. J'ai eu le choix entre prépa lettres et design de produits. Je suis partie en design de produits parce que prépa lettres, c'était pas une bonne idée parce que je passais mes cours à dessiner. Clairement, j'étais vraiment pas du tout une élève sérieuse. J'étais une élève avec pas des mauvais résultats, mais parce que ça m'intéressait en fait, parce que le français, lire en fait, c'était ma vie. J'avais pas d'amis, de toute façon, j'étais moche. Donc je me retrouvais assez aisément, pas trop mal notée en classe, mais par contre, en fait, en vrai, je suivais pas. Donc la prépa lettres, j'ai écarté. Après, les gens me disaient, bah, vu que tu dessines tout le temps en cours, fais les beaux-arts. Dans ma vision des choses, faire les beaux-arts parce qu'on dessine des petites BD et des mangas, c'était pas une bonne idée. Il y avait un truc qui me disait, c'est pas la même chose. Et puis aussi, j'avais cette idée un peu stupide, enfin pas stupide, mais je pense très socialement normale, qu'en fait, il faut pas, comment dire, il faut avoir un vrai métier. Et artiste, c'est pas un vrai métier. Et moi, je voulais un vrai métier. Et donc, du coup, je suis partie faire du design de produits une mise à niveau en art appliqué, puis du design de produits, un BTS de design de produits à Iser, parce que ça allait m'emmener sur un vrai métier. Et puis, en fait, c'était compliqué parce que j'aimais beaucoup le design de produits, mais le design de produits m'aimait pas beaucoup. Et j'étais trop bizarre. J'écoutais sincèrement les cours, mais comme je faisais des trucs à côté du style monter des arbres de 15 cm en terre pendant que le prof parlait, bah, ça matchait pas hyper bien.
Du coup, après, j'ai fait une année de fac à Clermont pour voir ce que c'était quand j'ai eu mon BTS, parce que j'étais très frustrée de jamais avoir connu la fac, d'être partie directement en lycée. Alors, enfin, après le lycée, j'étais retournée dans un lycée, dans un coin encore plus paumé. Du coup, j'étais pas hyper épanouie de ce côté-là. Du coup, je me suis dit, ah, je vais découvrir la fac à Clermont-Ferrand. J'ai fait une première année d'histoire de l'art, j'y suis pas allée. Enfin, j'y suis allée que aux cours qui m'intéressaient. Sinon, j'ai fait plein d'autres choses. C'est pas Beaucoup de très choses. passionnant la première année d'histoire de l'art à Clermont-Ferrand. Le pire, c'est que je le savais. Opinion Parce personnelle. qu'en fait, je le savais parce que tous mes camarades de classe de lycée qui avaient fait histoire de l'art option lourde avec moi étaient tous partis en histoire de l'art à la fac. Et ils avaient tous fait déjà 3 ans en me disant tous, c'est l'enfer, jusqu'à ce que certains arrivent au niveau licence 2, licence 3 et commencent à dire, ah bah là c'est cool, ça m'intéresse, puis ils fassent le master. Bon, les 3 quarts étaient déjà partis ailleurs. Donc moi je suis arrivée, déjà tout le monde était parti soit en master ailleurs, soit faire d'autres études. Donc en fait, j'avais plus aucun pote sur place. Et en plus, je m'inscrivais en L1 en sachant très bien que ça allait pas m'intéresser. Le but, c'était vraiment pas de faire une année de fac. Le but, c'était de vivre la vie sociale de la fac. L'expérience de l'étudiant en fac. Ah. Et c'était très bizarre parce que moi, j'arrivais après une licence pro qui m'avait vraiment déjà, enfin, qui était assez professionnalisante. Et en même temps, c'était un lycée on a été 15 dans une classe pendant 3 ans, les 15 mêmes, et il y avait personne d'autre dans une ville où il y a rien. Et là, je me retrouvais à la fac à Clermont, donc j'ai eu beaucoup de vie sociale. C'était super bien. J'ai eu beaucoup de stimulation artistique. J'ai commencé à faire de la gravure. Enfin, j'en faisais déjà avant, mais faire plus de linogravure. J'ai fait du théâtre. En fait, j'ai fait pas mal de théâtre cette année-là parce que j'avais fait un atelier avec le Crous. Ce qui fait qu'en fait, à la fin d'année, quand j'ai redemandé les écoles, ah oui, parce que si j'étais en fac à Clermont-Ferrand, c'est parce que je m'étais fait têche de partout. C'est-à-dire que quand j'avais demandé des écoles après mon design de produit, j'ai pas été prise en j'ai pas été prise en études supérieures de design de produit parce que j'en ai pas demandé. Et moi, je demandais que des trucs d'illustration. J'avais demandé les arts déco à Paris, que des trucs pour lesquels j'avais pas du tout ni le niveau, ni le dossier. Donc, j'étais même pas prise aux oraux. Donc, je m'étais dit, bah voilà, je vais aller faire une année de fac. Et ça me laissera le temps de repréparer bien mes dossiers sans valider un BTS en même temps, ce qui était quand même assez dur en vrai. Mon épreuve de BTS était quand même bien corsée. Je m'étais dit, ça me laissera le temps. J'ai repréparé des dossiers. Et je me suis fait recal de nouveau, de partout. Sauf une formation que j'avais demandé complètement au pif, une formation qui venait de se monter, qui s'appelait, c'était une formation de licence professionnelle scénographie, théâtre, musée, cinéma, qui en fait s'est révélé plutôt orienté théâtre, mais on a fait un peu de décor, enfin j'ai fait un peu de décor de cinéma aussi ensuite. Mais enfin bon, bref, j'ai été prise dans cette formation qui était à cheval entre Duperré, Boulle et la Sorbonne. C'est-à-dire j'avais des cours à Duperré, des cours à la Sorbonne Nouvelle à Paris et quelques professeurs de Boulle qui venaient nous faire des interventions. Donc c'était compliqué parce que c'était la première année qu'ils montaient cette formation. C'était très brouillon. Mais en même temps, les profs étaient hyper impliqués. Les profs n'étaient pas des profs. D'ailleurs, c'était des professionnels qui en fait avaient eu envie, qui avaient eu l'opportunité de monter cette filière et qui De l'organisaient. partager. C'est ça. Mais c'était très très fouillis parce que comment dire, le fonctionnement d'une école d'art appliqué et le fonctionnement d'une fac n'ont rien à voir. En fac, ils traitent des milliers d'élèves. En école d'art appliqué, surtout à Duperré, qui est école de mode un peu luxe, tout ça, ils ont des élèves qui bichonnent, ils connaissent leurs prénoms, leurs noms. Moi, je me souviens quand j'avais eu un problème administratif à la fac, j'avais galéré. Et j'avais été le régler à Duperré. En un quart d'heure, c'était fait parce que le CPE m'a accompagné dans tous les bureaux nécessaires, s'assurer que tout était fait et tout ça. Et puis, en école, on passe pas des partiels. On a des contrôles régulièrement, on rend des dossiers, on fait des choses comme ça. Et puis après, il y a la période de partiel hyper intense de la fac. Et comme nous, on avait les cours dans les deux, on était un peu obligé d'expliquer à nos intervenants et à nos profs, écoutez, là, vous êtes mignons, mais le dossier pour la semaine prochaine, ça tombe en plein milieu de nos partiels, ça va vraiment pas être possible. Et comme c'est des gens qui étaient parfois passés plutôt par des filières professionnelles, ils n'avaient aucune notion de ce qu'on était en train de vivre à côté à la fac. Et puis aussi, le fait que les cours soient pas du tout au même endroit, quand il y a 10 minutes entre chaque cours et qu'en fait, on est à l'autre bout de Paris, c'est un peu compliqué. Mais c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Par contre, à la fin, c'était une licence pro, c'est-à-dire qu'en fait, on rentrait avec une licence, on rentrait avec un BTS et à la fin, on avait une licence au bout d'1 an. Donc, j'ai eu qu'1 an de formation. Et c'était pas du tout c'était pas du tout suffisant dans la façon dont c'était fait pour qu'en fait, je puisse rentrer sur le marché du travail de la scéno qui, en fait, se joue au réseau, comme dans le milieu du théâtre. Comme énormément, c'est ça, comme énormément dans ces métiers-là. C'est ça. Et donc, en fait, nos profs là-dessus planaient un peu à 2000 et c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment conscience de
à quel point on était perdus, mais ils étaient perdus aussi. En vrai, j'ai eu des super profs, hein. C'est juste que c'était la première année, c'était le point, bref. Donc, je me suis retrouvée avec une licence de scéno. Mes parents qui me disent, bah maintenant, il faut travailler, tu as une licence. Moi qui habite à Paris depuis 1 an, donc déjà, j'ai pas eu de vie sociale. Enfin, c'est difficile de rencontrer des gens à Paris. En plus, moi, j'avais beaucoup de cours. J'avais pas vraiment de logement pendant 6 mois. J'ai été de canapé en canapé. J'arrivais pas à trouver d'appart qui soit dans mes prix. Donc, en fait, enfin, c'était un peu compliqué. À la fin de l'année, je me suis dit, bon, bah, super. Et ben, je connais personne. J'ai une formation, ça m'intéresse, mais je ne connais personne. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, on nous a proposé, l'école du Perret nous a proposé un truc qui s'appelle la FCIL. C'est une année de stage qui nous permet d'ensuite passer voilà, 1 an à faire des stages et qui est ni diplômante ni quoi que ce soit, mais qui nous permet d'avoir des bourses si on a des bourses, qui nous permet d'être étudiant et tout ça. Et j'ai fait ça. Et à cette époque-là, j'avais commencé à aller dans un cabaret, un peu par hasard d'un événement Facebook, un petit cabaret au théâtre de Belleville, aux Zèbres non, pas aux Zèbres de Belleville, au... À la Bellevilloise? La Bellevilloise, merci, c'était ça. Merci. De rien. À la Bellevilloise, et j'étais tombée en extase admiration devant ce cabaret. C'était incroyable. Donc, un jour où la patronne du cabaret, la maîtresse de cérémonie, Salvia Bad Tribes, demande si on veut, enfin, dit voilà, on est une asso, si vous voulez participer et tout, venez. Moi, je me dis, ah bah tiens, je vais faire un stage là-bas pour leur faire des décors. Ils n'ont pas de décors, ça va être super. Donc, je vais la voir, je lui dis, bonjour, je voudrais faire des décors. Elle me dit, oui, alors on prend un entretien, tu m'envoies un book. J'étais là, genre, mais je croyais que c'était une asso, qu'on allait discuter, puis après, tu allais me dire oui. Enfin, moi, je propose de travailler gratuitement, ça va être cool. Et en fait, non, parce que c'était quand même un spectacle qui avait un niveau assez propre, assez professionnel, en tout cas qui avait vocation à l'être. Euh, et, et en fait, c'était très sérieux. Et donc, du coup, elle m'a fait passer un peu un entretien. Je lui avais donné mon book et elle m'a pas vraiment recontacté. Et moi, je suis restée un peu comme ça. Puis, j'ai fait des stages dans d'autres trucs. Et puis, je continuais à aller à ce cabaret. Et j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, qui est pas bien. Enfin, qui est pas bien, sauf si on vous le propose, comme dans le cabaret où je bosse, où c'est complètement encouragé. Mais sinon, en fait, par principe, on prend pas trop des photos sans avoir d'accréditation d'un Sans spectacle. être autorisé, ouais. Ça se fait pas. Parce qu'en fait, mais je le savais pas à l'époque, mais en fait, il y a plein de raisons à ça. Déjà, pour éviter qu'il y ait 1000 personnes qui prennent des photos et que ça fasse du bruit, que ça déconcentre les autres gens, qu'il y ait des rétroéclairages. Enfin, c'est hyper désagréable. Et ensuite, parce que les artistes, ils ont une image. Et ils ont besoin de la contrôler. Et pour un truc tout bête, alors il y a les artistes divas qui vont être ultra, ultra carrés sur les photos d'eux qui circulent, et donc enfin, d'elles et d'eux qui circulent. Et du coup, c'est bien de pouvoir avoir un tout petit peu la main dessus. Et d'autres aussi pour des raisons que, par exemple, c'est la première fois qu'ils présentent un numéro. Les numéros de cabaret, en général, c'est 5-10 minutes. Et à la fin, enfin, je veux dire, il y a une progression et il y a un truc qui se passe. Et des fois, il y a un twist. Et quand c'est la première fois qu'ils présentent un numéro, ils n'ont pas envie que le lendemain sur Facebook, il y ait les photos de la fin de leur numéro où, en fait, je sais pas moi, ils arrivaient en papillote géante et à la fin, ils étaient nus. Oh là là, c'est très surprenant pour un numéro de burlesque. Comment ça? Les gens se mettent nus. Oh, en plus, d'ailleurs, non, les gens ne se mettent pas nus dans le burlesque, jamais. Enfin, ça jamais. dépend. Des fois, Ça peut dépend. arriver, mais c'est pas la norme. Non. Moi, je me souviens que quand les gens crient, enfin, je sais que dans les cabarets où je bosse, quand les gens crient à poil, ça se finit pas bien pour eux. En général, on les invite gentiment à monter sur scène, enfin gentiment, fermement à monter sur scène et à le faire, puisque ils le crient. En général, d'un seul coup, ça calme du monde. C'est pas, voilà. Après, ça dépend complètement des scènes burlesques, mais en effet, à poil, c'est pas nécessairement ce qu'on apprécie le plus dans ce type de spectacle. En fait, ça se justifie des fois. Moi, j'ai vu des numéros superbes où les gens finissaient à poil et des fois, c'était tellement prégnant, il y avait des raisons, c'était incroyable. Bien sûr, complètement. Mais bon, de base, les gens se foutent pas à poil dans le burlesque, c'est pas la norme. Intégralement. C'est ça, c'est pas la norme. Voire même, moi, ce que j'aime beaucoup pour en avoir vu du coup maintenant depuis longtemps, c'est qu'il y a une créativité sur le fait d'arriver à être presque totalement nu, mais pas complètement à poil. Et du coup, de finir caché par absolument n'importe quoi, n'importe comment. Et ça peut être très, très drôle. Bref, je digresse. Donc, c'est comme ça que tu as commencé la photo, en faisant des photos de cabaret. C'est ça, en faisant des photos façon illégale.
en faisant des photos illégales de cabaret. Et je me souviens qu'une fois, il y avait une des photographes un peu accréditée du cabaret qui m'avait un peu engueulée, qui m'avait dit écoute, c'est pas correct. Donc moi j'étais comme ça, et puis je disais rien. Et ces photos, je les avais postées sur Facebook. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais dû créditer le cabaret parce que vraiment pas consciente en fait du truc. J'avais voilà, la patronne, Sylvia Batrice, me recontacte puisqu'elle avait mes contacts puisque j'avais postulé pour faire de la scéno. Et elle me dit ok, en fait, on habite dans la même rue maintenant. Du coup, on se rencontre à mi-chemin, il y a un petit bar, on se retrouve là-bas parce que j'ai vu tes photos. J'étais comme ça, j'allais me faire engueuler. Donc j'y suis allée. Et puis en fait, elle m'a dit bon, écoute, j'ai vu tes photos. Est-ce que tu veux bien être la responsable photo du cabaret? C'est-à-dire que c'est toi qui donnes les accrèdes aux gens, c'est toi qui tries les photos, tu les postes, tu choisis quel photographe on prend ou pas, quelle photo on va publier ou pas, etc. Et puis c'est toi qui fais nos photos officielles. Donc moi, j'étais comme de ronde flanc parce que moi, je faisais de la photo pour moi depuis toujours, mais voilà. En dilettante. En dilettante. Après, maintenant, avec le recul, je vois bien que j'ai fait un super travail gratuit pour ce cabaret. Enfin, je veux dire, c'était énormément de taf. Mais de manière générale, dans le burlesque, pour en avoir vu beaucoup, il y a des photographes qui ont un talent énorme qui viennent faire des photos et c'est gratuit, on ne réalise pas à quel point c'est un cadeau. Clairement. Moi, le cabaret où je bosse encore, je dis j'y bosse parce que c'est un travail que je fournis, mais je ne suis pas payée et je ne le serai jamais parce que déjà, ils n'ont pas les moyens. C'est pas possible. Ceci dit, ils rémunèrent les artistes, ce qu'on trouve absolument normal. Et que je trouve normal et que je souhaite qu'ils continuent. Mais c'est vrai que la photo, ils peuvent s'en passer, mais moi, je ne peux pas me passer de venir les voir et de les prendre en photo. Et je dis pas que j'ai un talent énorme, mais enfin, je veux dire, il y a des bons photographes. Le premier cabaret où j'étais, c'était pas fou le niveau, hein. Des fois, je recevais les photos, je faisais OK. Mais d'un côté, ça a été très très bon pour mon ego, ça a été très bon pour ma confiance en moi, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte assez rapidement qu'effectivement, mes photos étaient pas dégueu. Et j'ai énormément appris, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait, c'est simple, mon année de FCIL, j'ai fait des stages pendant la première moitié, puis la deuxième moitié, j'étais 60 heures sur le cabaret. J'étais très perfectionniste avec mes photos, ça me prenait énormément de temps de retouche, et donc du coup, j'y ai passé énormément de temps. Et je me suis dit, bon, j'y passe 60 heures semaine, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse mon métier. C'est bizarre parce que c'est un des seuls arts que j'ai pas étudié. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. J'ai fait 15 ans de musique, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait du design, j'ai passé ma vie à dessiner, je voulais être illustratrice. Euh, et au final, bon, bah, en fait, la photo, j'avais toujours fait ça comme ça. Et enfin, mon père m'avait toujours mis un appareil photo dans les mains parce que lui, il faisait un peu de photos aussi. Et du coup, ça devient mon métier parce que les gens sont venus me chercher, en fait. C'est-à-dire que la première fois que j'ai bossé pour un client, c'était pour un mariage. Et c'est la nana qui est venue me chercher et je lui avais dit non. Et elle m'a dit, mais si, c'est toi que je veux. Je lui ai dit, mais je suis amateur, je ne vous ferai pas un prix parce que je suis amateur. Il faut aller voir des professionnels pour ça. Je sais que c'est plus cher, mais ça vaut le coup. Et moi, je ne suis pas professionnelle et je ne veux pas faire de concurrence déloyale. Et en fait, elle m'a dit, non, mais moi, j'aime tes photos de cabaret. Moi, je suis une artiste de scène. J'ai envie d'avoir des photos de cabaret à mon mariage. C'est un cabaret. Je veux absolument que ce soit toi. Elle était adorable. Elle m'a passé plein d'erreurs. C'était notre deal. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, c'était long. Pardon. Non, enfin, moi je trouve ça super intéressant et puis c'est marrant parce qu'au final nos univers s'entrecroisent un petit peu, pas réellement croisés avant, donc c'est assez marrant. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la série du coup que tu présentes pour Comme un haricot de sorcière? Il aurait dû y avoir Des visuels. 4 photos. On a eu un petit accident à l'accrochage, donc il n'y en a que 3. Je vais en profiter pour partager mon écran. Alors attends, parce que j'ai un bazar partout sur mon ordinateur. Je vais quand même ouvrir comme il faut tes œuvres à toi avant de faire un partage. Là, voilà. Je vais partager, on va pouvoir les montrer aux gens. Hop, voilà, normalement les gens voient les œuvres. Donc il y a... Allez, petit ordinateur. Celle-ci. Oui. Cendrillon.
Cendrillon, je crois qu'il y a Cendrillon, la princesse au petit pois et Hansel et Gretel. Alors, Je me trompe oui, pas. parce que La Belle au bois dormant, c'est celle du coup où malheureusement qu'il y a eu un petit accident d'accrochage. Là, on a Hansel et Gretel. Et là, on a la princesse au petit pois. Alors attends, peut-être que je peux faire un truc qui fait que vous verrez même les trois en même temps. C'est beau la technologie. Bah, ça nous permet quand même de faire cet entretien alors que c'est quand même techniquement compliqué. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Tac, voilà, regardez-moi ça. Là, voilà. Alors, je suis désolée, c'est pas parfait, mais ça vous donne un petit aperçu des œuvres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la naissance de cette série? C'est pas une série que tu as créée exprès pour Comme un arrière-goût de sorcière, c'est une série que tu avais déjà. Raconte-nous un petit peu. Alors moi, à la base, du coup, je viens de la photo de scène, pour faire un lien. Je viens plutôt de la photo de scène, mais j'ai toujours pris des photos du quotidien. Et quand j'ai commencé la photo vraiment, c'est-à-dire quand j'ai commencé à m'y intéresser fort, c'était parce que mes amies, je les trouvais jolies et qu'elles se trouvaient pas belles. C'est normal, on était des filles, on était adolescentes, on se trouve toutes moches, c'est terrible. Et je voulais leur montrer qu'elles étaient jolies. Et du coup, je les prenais en photo et j'étais super contente du résultat et elles aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits. Et avec ma pratique de la photo de scène et de la photo de burlesque en particulier, où il y a quand même beaucoup d'histoires et certains numéros qui sont très, très visuels. Et je me souviens d'un numéro du petit chaperon rouge avec un loup et le petit chaperon rouge, qui était un numéro de Jacques, c'était qui? Alexei von Vossilius et Ah, j'aurais pensé à Jackie Tadeoni, Kiki Béguin. non, c'était Mara Dénudé et Alexei von Vossilius qui ont d'ailleurs eu un prix pour ce numéro qui est magnifique, qui est très 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 beau. Les costumes sont magnifiques et Mara Dénudé, c'est vraiment une artiste que j'aime énormément, qui est déjà très belle, qui sait être belle. Parce que ce qui est très marrant avec les artistes de cabaret, c'est quand on les connaît dans la vie courante et qu'on les croise dans la rue, des fois on les reconnaît pas parce que c'est des gens qui ont une vraie compétence pour se rendre beau, enfin pour rendre quelque chose de fort en tout cas. Et donc Mara Dénudé le fait très bien, elle a un style magnifique. Enfin, il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, dont elle. Et j'avais une photo d'elle en petit chaperon rouge qui regardait en l'air avec une lumière verte et sa robe rouge. Et c'était magnifique avec un petit panier de fleurs. Et cette photo était vraiment comme un tableau. Et en fait, au cabaret, j'ai vraiment développé un goût pour faire des photos inspirées de tableaux. Enfin, j'aime pas qu'on voit que c'est un spectacle live. J'adore, en fait, il y a des photographes que j'adore qui font des photos de spectacle live. On voit que c'est du live, il y a l'énergie du spectacle. Et je trouve ça super, mais c'est pas ce que je fais. En fait, il y a beaucoup de photographes dont j'aime beaucoup le travail, mais c'est pas du tout ce que je fais et c'est ce que je ferai jamais parce que ça me correspond pas. Et je trouve pas ça gênant. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait une diversité dans l'art. C'est comme pour moi les musiciens qui écoutent du punk et qui en fait font de la pop. Je trouve qu'au contraire, ça enrichit leur pop. Et moi, c'est vrai que du coup, j'aime que mes photos de cabaret ou de spectacle soient des tableaux, soient des images qui racontent une histoire, mais c'est vraiment plastique comme travail en fait. C'est au-delà de juste représenter la réalité. Pour moi, la photo, c'est pas représenter la réalité, c'est raconter une histoire. Et c'est moi qui Alors, choisis de la raconter. Clément dit, parce que justement, ça rebondit assez bien avec ce que tu es en train de dire, Clément dit, tu as le regard certain de la composition cinématographique. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça aussi. Alors, ça me touche vraiment beaucoup parce que je me suis posé la question ces dernières années en avançant dans mon travail, parce que comme je disais au début, je l'ai fait au pif, ce travail, de pourquoi j'y arrivais bien à la photo. Parce que le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est compliqué. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à dire que je suis une bonne photographe. Après, j'ai encore plein de trucs sur lesquels progresser, etc. Mais j'aime ce que je fais. Je trouve que mon travail, il est cool. Euh, il est tellement perfectible, mais il est cool. Et d'où ça vient? Alors que, par exemple, en illustration, je rame. J'aime toujours autant en faire. C'est la moitié de mon travail. Je suis aussi illustratrice à côté, mais je suis pas très bonne. C'est pas grave. Ça me fait plaisir. Donc, je suis contente de le faire, mais je suis pas très bonne. En photo, je suis bonne. D'où ça vient? Et en fait, juste, j'ai mangé tellement de films. Ma mère est passionnée de cinéma. Et maintenant, j'en regarde quasiment plus. J'arrive pas à avoir le temps. C'est une histoire de priorité, dit ma compagne. Elle me dit toujours que c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Mais toujours est-il que c'est vrai que le Tes cinéma, priorités sont ailleurs actuellement. c'est ça, pour plein de raisons, notamment le lieu où je vis, c'est-à-dire ce garage.
Bah, dont Mais on parlera, s'il nous reste ouais, un petit peu de temps après, on pourra en parler, ça serait chouette, je pense. si je digresse pas 1000 fois d'ici là, mais du coup, le cinéma, c'est vraiment un truc que j'adore et j'avoue, je rêve un tout petit peu de réaliser des films, vraiment. Mais pareil, ça viendra un jour, si j'ai le temps, on sait pas, mais bref. Et c'est vrai que je compose, bah, d'ailleurs, tous mes formats paysages sont en 16/9 parce que des fois, j'essaie de pas faire du 16/9 en format paysage et j'y arrive pas. Je recadre toutes mes photos, je les prends toutes en format classique et je les recadre toutes en format 16/9. Et voire même quand je peux pas recadrer en recoupant, j'agrandis, je recrée des bords pour que ce soit en 16/9. Donc c'est vrai que ça vient, je pense aussi beaucoup de là, ce côté cinématographique. Et donc du coup, cette série, en fait, elle est née du fait que j'adore faire du portrait. Je fais beaucoup aussi de portraits simples de gens en fait qui ont besoin de se sentir bien dans leur corps, puisque c'est la première chose que j'ai faite. Prendre des gens en photo de façon qui leur ressemble, mais à travers mon regard. C'est-à-dire que je leur explique toujours que ce ne sera pas eux, ce sera eux dans mes yeux, Eux vus mais je par leur toi. propose ma vision. Je leur propose ma vision, c'est ça. Et cette série, en fait, c'est une série que j'ai faite en me disant, OK, là maintenant, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble à moi. Je ne fais pas de la commande ni pour un spectacle, ni pour des gens, même si j'adore ça. Là, j'avais besoin de créer. Et il se trouve que depuis que je suis toute petite, j'adore me costumer. Et j'ai des frères et sœurs, un frère et une sœur. Et c'est ma petite sœur qu'on voit sur deux des photos, sur Cendrillon et Hansel et Gretel. Sur Hansel et Gretel, c'est elle sur les deux. Et en fait, là, elle n'était pas bien vieille. Elle devait avoir 17, 18 ans. La première photo de cette série que j'ai faite, c'était Blanche-Neige. Et d'ailleurs, c'était un peu compliqué parce que il fallait pas la dénuder, surtout pas, parce que ben elle est mineure. Et moi, je suis pas trop pour exposer Bien sûr, bien des sûr. jeunes filles mineures dénudées. C'est pas trop bien. Voilà. Euh, et puis bon, c'est pas le but, mais c'est un truc qu'on avait complètement improvisé au début. C'est-à-dire que c'était juste une matinée où elle avait un peignoir que j'aimais bien, un peignoir blanc. Et on est parti, on a déliré sur un costume, comme on a fait depuis qu'on est petite, en fait. Et j'ai beau avoir grandi, moi j'aime autant me costumer et faire des costumes avec deux draps et une tête d'oreiller. Et du coup, c'est comme ça que sont nées ces photos. Et au début, il n'y avait que ma sœur qui posait. Et on a commencé par une série sur Blanche-Neige. Ensuite, on a fait Cendrillon avec la robe de mariée de ma mère et une courge juste avant qu'on la mange, parce que je trouvais la courge jolie et que je voulais faire des photos avec. On a fait Hansel et Gretel, pareil, un après-midi, comme ça, on s'est amusé. Donc, je l'ai costumé en garçon et en fille. Parce elle voulait se laisser pousser les cheveux. Elle me disait, bah, si tu veux faire une photo de moi en garçon, c'est le moment. Parce qu'on en parlait depuis un moment. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette série. Et puis en fait, comme j'ai eu 2, 3 contes de fées les uns après les autres, bah, je me suis dit, je vais en faire une série. Et je les ai vraiment pensés comme des tableaux. Mon inspiration, c'est aussi beaucoup la peinture flamande en dehors du cinéma. Et j'adore ça. J'adore redessiner sur mes photos. J'y passe des heures. Et c'est une remarque qui est beaucoup revenue à la galerie. Et malheureusement, là, les gens n'auront pas l'opportunité de revoir en vrai. Mais sur tes photos, c'est une remarque qui est énormément revenue. C'est est-ce que c'est une peinture, est-ce que c'est une photo? Ça me fait tellement plaisir parce que c'est vraiment le but. Et là, je vois quelqu'un qui parle de Only Lovers Left Alive. C'est Bah, Clément toujours, ouais. ça me fait très très plaisir de le voir noté ici parce que c'est un de mes films préférés. J'aime énormément ce film et notamment la photographie dans ce film est incroyable. La lumière et justement, Only Lovers Left Alive, je trouve s'inspire énormément de la peinture, notamment du mouvement orientaliste, mais pas seulement. Et je trouve que les scènes sont très très picturales et très voilà, c'est un mélange de cinéma et de peinture et ça me fait très plaisir que ce soit cité. Et c'est exactement ça. Et du coup, c'est aussi une série qui, du coup, ça me faisait très très plaisir de pouvoir l'exposer comme un arrière-goût de sorcière parce que, en fait, c'est une série que en fait, moi, j'expose pas. Parce que le syndrome de l'imposteur, parce que je fais déjà 1000 trucs dans ma vie et que je contacte jamais de galerie et que je parle de mon travail à personne. En fait, moi, mon travail, il circule sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Et, euh, et cette série, je refusais de la poster sur Instagram et sur Twitter. C'était hors de question parce que en fait, j'en ai marre de voir mes photos en petit. À la fois, j'adore ces médias, enfin, j'adore vraiment ce médium de publication parce que je suis en contact avec les gens, j'ai des retours, c'est assez valorisant, c'est chouette, mais, mais ces photos, elles sont faites pour être vues en grand, il y a vraiment Bien des sûr. détails dans les noirs, etc. Enfin, c'est des tableaux, et on met pas un tableau sur Instagram, c'est compliqué. On ne peut pas se plonger de la même manière dans un visuel de réseau social. Je vais vraiment utiliser visuel volontairement que dans une œuvre
à un format supérieur, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, cette série, je l'avais exposée qu'une seule fois. Les gens l'avaient vue qu'une seule fois. C'était il y a 2 ans, à la période de Noël, à la Fée Carabosse à Clermont. Parce que, bah, encore une fois, moi, je ne pensais pas exposer dans des galeries, alors qu'en fait, il faudrait. Enfin, je veux dire, ça fait des années que je fais de la photo, j'ai quand même un travail cohérent, mais je ne le fais pas. Et j'avais eu cette opportunité à la Fée Carabosse, qui est un super salon de thé, qui a une ambiance de conte de fées, donc ça marchait hyper bien. En plus, la patronne est adorable et on avait fait un vernissage autour du conte où il y avait des amis conteurs qui étaient venus raconter des histoires. Moi, j'avais lu un texte sur l'Auvergne et sur le rapport au conte. C'était hyper chouette. Et donc, il y avait toute la série. Il y a une vingtaine de photos dans cette série. Il y a des autoportraits. Enfin, il y a un autoportrait. Il y a beaucoup de séries avec ma petite sœur, mais il y a aussi des photos comme celle de la princesse au petit pois, là, avec Louise. Qui sont d'autres gens, mais c'est principalement ma petite sœur, et qui reprennent en fait comme ça les contes de fées. Le but, c'est... J'ai pas encore réussi parce que c'est une série que j'aimerais agrandir encore, j'aimerais en faire des nouvelles avec des nouveaux modèles, mais je suis encore en train de réfléchir au pourquoi je travaille autour des contes de fées. Je suis en train de le maturer. Au début, je l'ai fait vraiment pour m'amuser, mais en même temps, je trouve qu'on apporte autre chose, et je pense que c'est aussi sur la place des femmes dans le conte, sur le fait que les contes, les contes de fées à la base sont des histoires morales qui sont là pour apprendre des choses aux gens, et notamment les bonnes mœurs. Et qu'est-ce que ça fait en fait de changer le conte? Parce que par exemple, dans la série de Blanche-Neige, ma sœur incarnait le chasseur, Blanche-Neige, euh, Blanche-Neige vivante et Blanche-Neige morte. Et c'était, je trouve ça intéressant de travailler là-dessus. Est-ce que c'est ce côté place de la femme dans le conte qui t'a fait te dire c'est cette série-là que je veux présenter pour comme un arrière-goût de sorcière? Non. Débrouille-toi Alors, avec ça. zut alors. Non, en fait, c'est assez simple comme un arrière-goût de sorcière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sandrine est venue vers moi parce que je râlais sur les réseaux sociaux en disant que j'étais incapable moi-même de démarcher des galeries et que ça m'arriverait jamais et que j'en ai marre de mon syndrome de l'imposteur et qu'en même temps, j'avais pas le temps. Enfin, bref, je râlais sur Twitter, quoi. Et Sandrine, on se suivait depuis longtemps, a popé dans mes messages en disant ah bah c'est super, on a une expo et ça pourrait trop te plaire, ça correspond à ton univers. Et effectivement, j'ai signé tout de suite. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire un truc, parce que l'image de la sorcière, alors très honnêtement, moi, l'image de la sorcière, j'en ai marre. J'en parlais avec ma compagne, on a eu tout un débat là-dessus, à propos, enfin pas à propos de l'expo, parce qu'il y avait l'expo, sur le terme de sorcière et pourquoi on le voit tout le temps, etc. Et à la fois, j'adore l'image de la sorcière et je trouve ça super qu'on en parle autant et qu'on se le réapproprie, j'adore ce qu'on en fait. Et en même temps, comme toutes les choses que, notamment dans les mouvements féministes ou dans les mouvements d'appropriation, on va dire, de libération, quand on a une figure qui devient comme ça omniprésente, des fois, elle se galvaude et puis elle perd un peu de son sens. Et c'est vrai que quand Nocibé sort des cartons, des packs trucs de sorcière, Ah bah oui, c'est la plus gros, réappropriation par le marketing, c'est un très très grand classique. C'est c'est ce plus qui est gros, arrivé à Frida, c'est ce qui est arrivé, si on ne parle pas de femmes, c'est mais ça, à Che Guevara, enfin voilà. c'est ça. Et, et là, moi, ce que j'aime beaucoup comme un arrière-goût de sorcière, c'est déjà que le nom, c'est comme un arrière-goût de sorcière. C'est-à-dire, c'est pas sorcière, c'est comme un arrière-goût. Et je trouvais que ça correspondait très bien au conte de fées. C'est vrai que en fait, très longtemps, je me suis posé la question de produire quelque chose pour l'expo. Et en fait, à force de me poser la question de produire quelque chose pour l'expo, ben, j'avais plus le temps. C'est très bête, hein. Mais à force de me dire, oh là là, mais en fait, je pourrais faire ça. Et après, d'être perfectionniste dans le ça que je voudrais faire, ben, je suis arrivée au moment où ça allait pas être possible. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, j'ai cette série que j'ai exposée qu'une fois. J'ai envie que les gens la voient. Et ça parle de sorcière. Enfin, je veux dire, ça parle de magie, ça parle de puissance, ça parle de Bien femme. sûr, bien sûr. Mais c'est Vraiment. aussi ce qui est intéressant dans l'expo, justement, c'est qu'on a pris ce terme et chacune se l'est approprié différemment. Et moi, j'ai justement pas l'impression d'avoir cette iconographie sorcière marquée d'une seule façon. En fait, chacune a vraiment imprimé sa patte à l'idée de comme un arrière-goût de sorcière. C'est ça. En fait,
c'est ça qui est très, très cool dans ce titre, en fait, dans cet axe que vous avez donné, c'est que voilà, ça agrandit et c'est vrai que les œuvres sont hyper différentes. Le fait aussi que les médiums soient différents, que les outils soient différents, moi, je trouve ça très, très cool. Et je suis très frustrée de ne pas avoir pu venir la voir en vrai avant le confinement. Avant qu'on nous ferme. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec cette expo-là. Enfin, en tout cas, avec mes photos, ces photos-là dans l'expo. Et j'espère pouvoir refaire une expo plus complète de la série. J'espère pouvoir la continuer. Et j'aimerais bien avoir de nouveau le temps de refaire des photos pour moi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas du tout des photos comme ça. Enfin, j'en ai fait une série il n'y a pas longtemps dans les bois, mais c'est pas très souvent, quoi. Alors, il nous reste à peu près, parce que je sais que du coup, tu es contrainte par le temps, il nous reste à peu près 20 minutes. Est-ce que tu préfères parler un peu plus en détail de chaque photo? Est-ce que tu préfères qu'on continue un petit peu à discuter sur le reste de ton travail? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de comme chez mamie? Libre à toi de... Bah, je pense que si on parle de chez mamie, on va parler de mon travail parce qu'en ce moment, c'est très, 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 très lié. Alors, on Et va après, couper du coup, voilà, je vais couper le partage d'écran. Les gens ont vu de toute façon les œuvres. Voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir parler de tout le reste. Je te relaisse la parole, pardon. et puis après, moi, si on a un peu de temps pour si des gens ont des questions, moi, ça me plaît bien aussi. Il y a déjà pas mal de remarques hein, qui ont continué au fur et à mesure de la conversation. J'ai bien lu. Et du coup, bah, une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à continuer et en même temps pour lesquelles, enfin, c'est difficile pour moi aujourd'hui quand je parle de mon travail, de ne pas parler du lieu où je vis, parce qu'en fait, depuis 3 ans, au moment où je pense j'aurais pu avoir une carrière de photographe, enfin une carrière, ça aurait pu devenir un vrai métier où j'arrive à au moins gagner le SMIC. J'ai décidé à la place, enfin non, par hasard, à la place, j'ai décidé de reprendre des maisons de ma famille qui tombaient en ruine, parce que j'en ai eu l'opportunité, et d'en faire un lieu collectif, un lieu de vie collectif, anarchiste, autogestionnaire à la campagne. Voilà. Le but, c'est d'en faire une résidence d'artiste et un lieu culturel. En fait, le truc, c'est que j'aime pas bosser toute seule. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Et moi, toute seule, je m'intéresse pas beaucoup. Donc, du coup, j'aime vraiment bien être entourée. Et puis surtout, je suis très engagée politiquement depuis des années. C'est le cas depuis à peu près, depuis toujours, particulièrement depuis mon année de fac et encore plus depuis que j'ai vécu 2016 à Paris. Et du coup, j'ai envie de m'engager sur des trucs où je peux faire quelque chose. Et c'est vrai qu'en rentrant de Paris, l'année où je suis rentrée de Paris, qui est l'année où en fait j'ai eu l'opportunité du coup de ces maisons, j'étais très, 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 très désespérée parce que parallèlement à tout mon travail artistique, j'avais surtout une vie militante très active, notamment en 2016 contre la loi travail, et on s'était littéralement fait rouler dessus. Voilà, que ça ait des insultes aux blessures à la prison pour certains de mes camarades, c'était pas très très cool. Et moi, j'avais perdu absolument toutes mes illusions sur le monde dans lequel on vivait. J'étais désespérée et ça s'est pas amélioré depuis, de la situation climatique, de la situation sociale, euh, voilà. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Il se trouve que j'ai eu cette opportunité et j'avais envie d'agir dans le domaine que je connais. Moi, j'avais fait un service civique entre-temps, un service civique dans la gestion de projets associatifs. Et comment dire, je me suis dit, ok, j'ai un lieu, qu'est-ce que j'en fais? Il y a 2 maisons, il y a des terrains. Et du coup, on a monté ce projet. D'abord, moi, j'étais toute seule, puis mon petit frère m'a rejoint, ses amis, mes amis, des gens qui passaient, etc. Et puis, ça a tourné. Et donc, on est en train de rénover 2 maisons et des terrains pour en faire un lieu écologique, autant qu'on peut économe. Enfin, je ne vais pas dire autonome parce qu'on ne sera pas autonome, mais économe en énergie, où on produit, pareil, dans une certaine mesure, notre alimentation. Et le but, c'est d'en faire un lieu ouvert sur le village, parce qu'on s'est installé dans un village hyper sympa et que le lieu n'est pas anodin, et que c'est un village où mes ancêtres ont grandi depuis 30 générations parce que la consanguinité. Et donc, du coup, valoriser le village, créer de la discussion entre les gens, de la démocratie, en fait, de l'engagement, sensibiliser les gens à des questions, parce qu'on est quand même dans le milieu rural, et c'est vrai que moi, ma moustache, mon genre aléatoire, les personnes qui m'entourent, j'ai beaucoup de personnes queer dans mon entourage et donc beaucoup qui viennent ici. Et en même temps, on a aussi beaucoup de mecs pas du tout déconstruits qui viennent vivre sur le projet. On a vraiment
on a des gens qui n'ont pas fait d'études, on a des gens qui n'ont pas le bac, on a des gens qui sont en master, qui veulent rentrer en master d'astrophysique ou qui sont en médecine. Le but, c'est de faire se rencontrer les gens et les générations, parce qu'on est dans un village où les gens sont un petit peu plus vieux. Et on a plutôt des bons rapports pour l'instant avec le reste du village. On s'entend hyper bien avec la mairie. Ça me tenait vraiment à cœur. Et donc voilà, le projet, c'est ça. Et à terme, d'accueillir en résidence des artistes précaires au moment de leur lancement. C'est-à-dire de leur proposer un lieu, parce que moi, ce que j'ai constaté en faisant mes études à Paris, c'est que pour se lancer dans le milieu artistique, il faut du réseau. Pour avoir du réseau, le plus simple, c'est de faire une école. Et pour faire une école, il faut de l'argent, parce que les bonnes écoles, déjà, il faut arriver à y rester. Soit c'est des écoles privées qui coûtent très cher et qui, très honnêtement, ne sont pas forcément ouf, mais qui offrent du réseau. Mais dans tous les cas, il faut de l'argent parce que sinon, c'est à Paris ou c'est à Lyon ou en tout cas, c'est dans une grande ville. Des fois, les parents ne veulent pas ou ne peuvent pas payer des études à leurs enfants. Les bourses, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, une fois qu'on a fini ses études, si on n'a pas des parents pour nous accompagner ou des gens proches pour nous accompagner financièrement dans la transition entre études et carrière, c'est compliqué. Et même si on est autodidacte et qu'on pratique et qu'on est bon, il y a un moment où il va falloir se lancer à temps plein. Et ce moment-là, on n'aura pas de revenus parce que c'est le début de l'activité. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et moi, j'avais envie d'offrir un truc qui pourrait se placer dans ce vide. Donc, un lieu où les gens peuvent venir, il y a des ateliers, il y a des charges, mais il n'y a pas de loyer, et pouvoir créer dans un lieu serein. Voilà. Alors, quand tu parles de résidence artistique, est-ce que tu envisages toutes les formes d'art? Parce que souvent, il y a des résidences de création, des résidences artistiques qui sont très spécifiques spectacle vivant. Et tu as les résidences de plasticiens, et c'est des choses qui, aujourd'hui, institutionnellement, sont extrêmement séparées. Alors, nous, on est quand même sur un lieu qui s'inspire des squats à la base. Donc, c'est le bordel. C'est assez cracra, c'est à la débrouille. C'est de moins en moins à la débrouille parce qu'on arrive à se structurer, parce que la débrouille, c'est aussi très fatigant à long terme. Enfin, je veux dire, on a littéralement vécu dans la crasse, on a vécu à 8 dans 2 pièces. Enfin, c'était pas forcément évident. Avec des gens jeunes, avec des gens qui avaient un parcours difficile, qui avaient je suis pas la dernière des troubles psy. Enfin, ça peut être difficile. Donc, on se structure, mais l'idée, c'est qu'on reste accessible et que ce soit pas trop compliqué. Et clairement, on n'est pas sur des résidences d'artistes comme les artistes plasticiens dans les institutions. En plus, c'est une différence importante parce qu'on ne voudrait pas mentir. C'est-à-dire qu'une résidence d'artiste, normalement, c'est rémunéré. Ce qui est bien normal. Ce n'est pas notre cas. Nous, on offre un toit. Ce n'est pas toujours le cas, hein, d'ailleurs. Il y a aussi... c'est bien quand ça l'est, ceci dit. C'est bien quand ça l'est, et c'est très important parce que ça permet aussi à des artistes de créer des projets et de travailler dans un cadre qui leur permet effectivement d'être payé là où on n'est pas toujours payé au début de sa carrière. Mais tu as aussi des lieux, effectivement, qui offrent des résidences juste... vous ne pouvez pas créer chez vous parce que vous vivez dans un appartement tout petit, vous vivez avec vos 5 gosses, et du coup, vous n'avez absolument ni le temps, ni l'espace, ni rien. Vous avez besoin d'un lieu, on vous met un lieu à disposition, et là, vous pouvez venir créer. C'est ça. Nous c'est plutôt ça. Et l'idée aussi, c'est que en amenant des artistes, de les faire se rencontrer. Moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de contacts de gens qui ont fait les arts déco, qui ont fait les beaux-arts à Paris, qui ont fait les beaux-arts à Clermont, qui ont fait les beaux-arts partout, mais aussi des potes qui sont complètement autodidactes, qui arrivent à la force de leurs petits bras et de leurs dents, et qui galèrent. Bon, ceci dit, ceux qui sortent des écoles galèrent pas moins. Pas tous en tout cas. Mais voilà, des contextes très différents, des approches de l'art très différentes. On a aussi, je veux dire, les premières personnes qui sont arrivées, c'est des gens qui font du rap, c'est des gens qui font du maraîchage. On a eu des gens qui faisaient de l'accordéon, on a des gens qui font de la musique électronique, on a des gens qui écrivent des jeux de rôle. C'est très, très, très divers, et on n'a pas très envie de s'arrêter à une forme d'art. C'est-à-dire que moi, je me rends bien compte que les gens qui font du maraîchage apportent énormément. Enfin, le maraîchage, je ne le classe pas comme un art foncièrement, mais humainement, il s'apporte des trucs. Et même entre quelqu'un qui écrit du jeu de rôle et quelqu'un qui écrit du rap et qui produit de la musique, il y a des rencontres qui peuvent être hyper riches. Dans un genre, on l'a vu même à très très haut niveau dans l'industrie musicale, mais par exemple Rhône qui est très, très proche de l'écrivain Damasio, et qui font des choses ensemble, c'est hyper intéressant. Donc là, c'est musique électronique et écriture. Nous,
on se place à un niveau bien plus underground, on va dire, mais je trouve que c'est l'émulation la plus riche. Et les gens qui viennent ici, alors c'est pas toujours évident de faire venir les gens. Les gens qui viennent le moins sont ceux de Clermont. Les gens qui viennent le plus sont ceux qui viennent de plus loin, parce que je pense qu'il faut l'organiser, donc du coup ils viennent quand même. Enfin, alors que les gens de Clermont se disent on viendra demain, et puis ça fait 3 ans. Oui, parce que c'est pas loin, donc les gens se disent j'aurai toujours l'occasion d'y aller à un autre moment. Et puis au final, on repousse, et généralement on se déplace pas. Mais voilà, c'est très divers. Pour l'instant, on accueille peu de résidences parce qu'en fait, les maisons sont en travaux. Donc, en fait, je passe ma vie sur le chantier. Moi, il y a 10 minutes avant de commencer la réunion, j'étais encore pleine de poussière, j'étais dégueulasse et je venais de monter une armoire normande et j'étais crevée. Mais donc, c'est aussi pour ça que j'ai plus de mal à produire. J'ai pas d'atelier, j'ai pas de chambre. Je vis dans le garage en ce moment. Sinon, des fois, j'habite chez mon père. Enfin, bref. Mais c'est pas grave parce qu'on avance petit à petit. Et c'est vrai que du coup, ça crée une émulation, par contre, qui est forte. C'est difficile, je trouve, d'être dans un cadre où on peut plus créer quand on a toujours créé. Ça, c'est un peu compliqué parce que des fois, ça manque. Moi, je sais que je ressens des grands vides. Et en même temps, quand on a un impératif de vie, en fait, juste d'arriver à vivre, qu'on voit l'hiver arriver et qu'on ne peut pas dormir dans le garage parce qu'il va geler et que c'est pas faisable, on passe sur des choses beaucoup plus concrètes. Et en même temps, l'apprentissage de choses concrètes, faire du mortier, rénover des poutres, enfin, je veux dire, monter des placos, faire du parquet, moi, je sens que ça m'apporte une organisation et une assise dans mon travail de photographe qui est hyper riche aussi. Voilà. Est-ce que, donc là, vous êtes en travaux, est-ce que vous vous êtes fixé, entre guillemets, une deadline ou à telle date ou à peu près à tel moment, il faudra que ça soit fini et que ça se mette en route? Le Covid, ça rend aussi peut-être les choses un peu plus complexes, évidemment, hein, comme chez tout le monde. On a énormément fait de rétro-planning qu'on a éclaté. Hein. C'est fait pour, de toute façon, les rétro-planning, c'est fait pour être éclaté. Enfin, en tout cas, les miens. Je suis toujours à la bourre. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas possible. Parce qu'en fait, au début, on ne savait pas faire. Donc, on n'avait aucune idée, aucune façon d'estimer le temps ou l'argent que ça nous coûterait. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, on est beaucoup plus carré. Et pour cette année, on a un planning pour essayer de pouvoir vivre dans l'ancienne maison, dans une maison qui n'avait pas été rénovée depuis les années 70, qui n'était plus habitée depuis presque 20 ans. Et qui doit devenir, c'est une maison ancienne de bourg, et qui doit devenir normalement la maison de résidence de vie. Alors que la maison récente dans laquelle on squatte actuellement, ça sera plus les bureaux et les ateliers. Et normalement, on devrait pouvoir habiter dans la... Mais là, on charbonne. Hein. C'est très, très dur. Enfin, c'est physique. Mais c'est cool. Puis on apprend plein de choses. Et donc, ouais, on a cette deadline. Et puis cette année, on a aussi beaucoup structuré l'assaut de façon administrative, ce qui nous permet d'avoir des pôles. Et on a un pôle événementiel qui avait prévu plein d'événements pour cette année. Parce on a de l'espoir. Là, par exemple, on avait un chantier participatif pour dans une semaine. On a fini de l'organiser. On a eu toutes les réservations en 2 jours, pour toutes les places disponibles. Et le lendemain, c'était le confinement. Donc, on est moi, j'ai arrêté très clairement d'organiser des choses. Et c'est horrible parce qu'effectivement, dans la culture, comme dans beaucoup de choses, si on veut bien travailler et faire bien les choses, on est obligé de prévoir à l'avance, ne serait-ce que pour des questions d'organisation, de communication. Hein. Si vous voulez créer un événement et qu'il y ait des gens si vous les prévenez la veille pour le lendemain, ça marche moins bien. Alors, voilà. Eh ben, moi, à côté de mon activité de photographe, je suis illustratrice, mais je ne suis pas vraiment illustratrice de jolies illustrations. Ça m'arrive de temps en temps, mais comme je disais, je fais un travail honnête, mais pas dingue. D'ailleurs, le modèle, la modèle de la princesse au petit pois, qui s'appelle Louise, est une artiste qui a un Instagram qui est Louise M, Louizeme, et c'est une illustratrice que j'adore. Et c'est une personne qui fait de la BD et des illustrations, et c'est magnifique. Donc voilà, c'était l'occasion de caser son nom. Alors, votre pub, il faut effectivement, c'est aussi ça, se soutenir notre artiste. Oui. Et du coup, moi, je travaille pour faire de l'illustration de facilitation pour des entreprises ou des associations, surtout des associations parce que je n'aime pas le capitalisme et je n'aime pas les entreprises, enfin, a priori. Donc, tu fais de la facilitation graphique? Ouais, c'est de la facilitation graphique, donc j'illustre des réunions ou des conférences en live. Et il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur une série de webinaires que fait l'UFISC, Union française
des institutions culturelles, je sais pas, j'en sais rien, socio-culturelles. Je sais pas, mais en tout cas, ça parle de culture, c'est un gros groupement, ils sont hyper cool. Ils ont et leurs webinaires ont des sujets hyper intéressants. Et un de ceux que j'ai illustré récemment, c'était sur les risques psychosociaux dans le milieu culturel dus au Covid. Donc, en fait, c'est quoi le problème que pose le Covid? Et c'était hyper intéressant parce que les intervenants venaient nous raconter que, bah voilà, c'est entre autres ça, que c'est très difficile. Et que notamment pour les primo-arrivants, les jeunes qui arrivent sur le marché, par exemple, de la médiation culturelle, c'est la merde. Parce qu'à la limite, les anciens, ils ont vécu des situations où ça marchait, puis ils ont l'expérience d'arriver à encaisser ce genre de choses, même si ça commence à devenir très, très difficile. Les plus jeunes, c'est vraiment, enfin, les gens qui rentrent sur le marché du travail ou qui rentrent dans le monde du travail en ce moment, c'est difficile. Et c'est passionnant, c'est pareil, Extrêmement, ouais. Si c'est des questions qui vous intéressent sur le monde de la culture et comment c'est très difficile, et aussi les solutions, parce que le but de l'UFISC, c'est d'apporter des pistes et des solutions. Et du coup, c'est un peu moins déprimant que les théâtres occupés, même si les théâtres occupés, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est hyper important aussi. Voilà. D'ailleurs, sur Clermont, la comédie, c'est très cool. La comédie est toujours occupée. La question s'est posée, il me semble, enfin, moi, je me suis posé la question, en tout cas, de savoir s'ils allaient poursuivre l'occupation malgré ce confinement qui est tombé. Et ils poursuivent l'occupation et c'est Ils vraiment très poursuivent important. l'occupation. Par contre, ils ont hyper besoin. Enfin, moi, je sais que quand j'y suis passée, malheureusement, je suis un peu loin. Et puis, avec le projet ici, c'est très difficile pour moi d'y aller, mais j'avais envie d'y habiter, quoi. Et ils ont besoin de relais, je pense, aussi au niveau des gens qui dorment et qui occupent. Parce que le problème des occupations, pour en avoir fait un sacré paquet, c'est qu'il faut occuper le lieu. C'est-à-dire qu'on met sa vie entre parenthèses et on va dans un lieu. Et si on est nombreux, bah, en fait, on peut rentrer un soir sur deux ou y aller que de temps en temps. Mais quand il n'y a que 4 personnes, et ben, c'est les mêmes 4 personnes. C'est les 4 personnes en continu. Si vous avez envie d'y passer, moi, je vous le conseille parce que c'est des moments de créativité, de rencontre, de questionnement politique, philosophique. C'est hyper intéressant. Et ce que j'ai adoré quand j'y suis passée, c'est à quel point il est évident très rapidement qu'il y a une énorme dimension intersectionnelle. Et ça, c'est hyper important dans les luttes aujourd'hui. C'est-à-dire que si on lutte, moi, j'y suis allée dans la foulée de la marche pour le climat, avec les mêmes personnes qui faisaient la marche pour le climat et qui allaient soutenir la comédie. Et c'est hyper important, en fait, parce que c'est des luttes qui sont hyper liées, mais il y a aussi des choses sur les questions des violences policières, il y a aussi des choses sur les questions queer. C'est con, hein, mais ça fait chaud au cœur quand dans un lieu qui est occupé pour une cause politique qui a priori n'a rien à voir, il y a un petit panneau qui explique comment est-ce qu'on peut genrer au neutre, c'est quoi les accords, comment est-ce qu'on les fait, des petits tips comme ça. Ça fait chaud au cœur, enfin, c'est hyper agréable. Donc, franchement, allez les soutenir. Et moi aussi. Je pense que c'est une bonne. C'est presque une bonne conclusion à notre entretien. On aurait pu encore raconter plein de choses, mais je sais que voilà, c'était limité par le temps. Il va être 9h. Si demain le chantier de chez Mamie était fini, de laisser un petit peu plus de temps, au-delà de la série sur les contes de fées, qu'est-ce que tu aimerais produire? Est-ce que tu aimerais faire une expo qui mixe de l'illustration et de la photo? Est-ce que tu préfères vraiment que présenter la photo? Quelles seraient les portes qui s'ouvraient à toi si tu avais ce fameux temps dont on manque très souvent? Alors, si j'avais du temps et de l'argent, et pas de syndrome de l'imposteur, je ferais un film. Mais si je devais faire une expo, parce que c'était ça plutôt la question, en fait, depuis un certain temps, je me remets à faire un truc que j'avais fait il y a très, 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 très longtemps. C'est que je dessine sur des photos de façon, alors, soit à la tablette de façon numérique, soit sur des photos argentiques imprimées que je gratte, en fait. Et j'ai commencé à le faire et je suis dégoûtée. Là, je ne l'ai pas sous la main parce que je vous aurais montré sinon. J'ai recommencé à le faire et j'adore ça. Et en fait, je considère que les arts peuvent se mélanger, et en l'occurrence l'illustration Complètement. Et la photo. Et j'aime raconter des histoires, donc je ne sais pas en fait quelle forme ça pourrait prendre. C'est vraiment compliqué. Il y a un fil rouge dans mon travail, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je sais qu'il est là, je le sens. Enfin, je veux dire, mon travail, il est très cohérent. Sur mon Instagram, j'arrive à avoir une identité visuelle globale et même de thème. Je sais pas en fait ce que je ferais. Je pense que je raconterais des histoires. J'ai vraiment très 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 envie. Ce qui est
le pivot, en fait, c'est vraiment de raconter des histoires. Et d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, pour l'instant, et ça correspond bien, en fait, moi, ça ne me dérange pas qu'on soit en confinement parce que j'habite à la campagne et que de toute façon, je suis principalement présente sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, mon grand truc, c'est que je me suis mise à Twitch et je fais des streams. Parce que ça faisait longtemps qu'on me demandait de streamer mes retouches photos. Donc, du coup, j'ai commencé à streamer. Ça fait 3 semaines et je n'ai pas streamé une seule fois mes retouches photos. Alors que c'était vraiment le prétexte de base. Pour l'instant, j'ai streamé de la linogravure. J'ai streamé moi qui parle, que j'aime beaucoup. Je cherche ton Twitch pour mettre. C'est la fille d'à côté aussi. Alors attends, je vais aller direct sur Twitch. Comme ça, je mets les liens. Les gens, ils auront tous les liens. Ils pourront tout faire facilement. Non, pas le Twitch de la Ligue Auteur Pro. Enfin, oui, c'est très bien le Twitch de la Ligue Auteur Pro, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Sinon, il doit être sur ma page Facebook. J'ai dû le poster il n'y a pas longtemps en lien. Hop. Vas-y, continue pendant que je ne te préoccupe pas de moi. Je stream beaucoup de choses différentes. Il n'y a absolument aucun lien apparent, édito, à part que c'est des trucs qui me plaisent. Et là, d'ailleurs, on prépare des lives pendant 4. Il y aura 4 séances toutes les 2 semaines, le mardi ou le jeudi, je ne sais plus, à partir de fin avril, où on va streamer une série de jeux de rôle c'est du jeu de rôle indé, c'est-à-dire que ça se fait, c'est pas vraiment Donjons et Dragons, même pas du tout. Même si Donjons et Dragons c'est très cool, hein, mais là c'est assez différent. C'est des jeux de rôle sans meneur, des jeux de rôle où en fait les gens se mènent les uns les autres, ce qui est aussi très cohérent avec les logiques anarchistes et autogestionnaires. Bien sûr, complètement, ouais. C'est des jeux de rôle qui traitent. Le titre de la série s'appelle Les couleurs de l'amitié. C'est 4 jeux de rôle qui se jouent en une soirée chacun. 3 jours de soleil, Quelque part sur la route, Mémoire de novembre et Les bourgeons. Et qui correspondent à l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et dans lesquels on retrouve des personnages. Certains se retrouvent dans certains jeux, d'autres dans d'autres. C'est une bande de gens qui ont des prénoms de mois. Donc il y a janvier, septembre, août, mai. Et on les retrouve dans 3 jours de soleil, ils sont ados. Ils ont la trentaine dans Quelque part sur la route. 3 jours de soleil, c'est du camping. C'est un week-end de camping. Quelque part sur la route, c'est un road trip en van. Mémoire de novembre, c'est les funérailles de novembre. Je l'ai joué et il est intense à jouer. Et les bourgeons, c'est les enfants de ces personnages-là. Et donc, on va jouer cette série qui vient de se terminer parce que les bourgeons sont sortis il y a quelques jours. L'autrice fera partie des joueuses. Et moi, je vais le live dessiner. Voilà. Donc, en fait, on aura des super joueurs et joueuses de jeux de rôle qui sont des gens hyper cool, qui jouent très bien et qui jouent depuis longtemps. Et puis, mes dessins en live. Voilà. Donc, c'est le genre de truc que je propose sur aussi. Twitch. Voilà. Et c'est très divers. Et en même temps, j'aime beaucoup la cohérence que ça peut avoir. Parce que c'est toujours raconter des histoires, en fait. C'est ça, le lien. Bah, tu vois, il est là, je pense, ton fil rouge. On va, je pense, à arrêter pour que tu puisses aller manger avec tes camarades. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Alors, il va falloir le tout petit délai Facebook, puisque streamer depuis Zoom, ça fait un décalage, comme quand tu regardes Twitch sur ta télé. Moi, je regarde souvent des gens qui Twitch depuis ma télé et il y a toujours un décalage. Oui. Donc, on va attendre de voir si on a quelques questions. En attendant, moi, je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps-là avec moi parce que je sais que c'était pas évident, mais je suis vraiment ravie. Tu as encore une expérience qui est totalement différente d'autres artistes que j'ai pu avoir le plaisir d'interviewer. Et c'est vraiment chouette, je pense, sur la galerie de pouvoir présenter ces parcours très, très différents. Ces créateurs et créatrices aussi très différents. Et je garde quand même en tête une exposition juste de toi. Mais franchement, j'ai tellement envie. Mais j'ai trop envie de faire des décors en plus dans cette expo, parce qu'à la base, c'était quand même mon métier, même si je ne l'ai jamais exercé. Mais j'ai fait de la muséo. Enfin bon, mais
mais merci parce que moi, c'est la première fois, en fait, je crois que je fais une interview de moi. Enfin, une interview de moi, un entretien. Et, et ça me fait plaisir. Bon, je parle beaucoup en même temps, donc j'angoissais pas beaucoup, à vrai dire, de pas savoir quoi dire. Et oui, c'est compliqué de trouver un temps, mais en vrai, j'avais tellement envie de le faire et ça me fait trop, trop plaisir. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Et puis, je sais que tout le monde n'est pas sur Facebook. Donc, dans un temps certain, j'ai énormément de retard parce que le confinement, ça m'a mis très, très à l'envers. Soyons très honnêtes, c'est Je encore un comprends truc et je où, compatis. voilà, où patatras. Mais je mets au fur et à mesure sur le YouTube pour les gens qui n'ont pas Facebook, qui n'aiment pas Facebook et qui veulent quand même les voir sur quelque chose. Donc voilà, on Ça les va être partagera terrible. aussi. Je vais me réécouter et je vais me dire, oh là là, j'ai dit de la merde. Et puis je vais dans ma Absolument tête. pas, absolument pas. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si on a perdu tous les gens ou s'ils ont tout simplement pas de questions ou si je ne vois pas les commentaires sur Facebook pour une raison X ou Y parce que ma connexion est KO. Moi, ma connexion est KO aussi, donc je pourrais pas te dire. Au pire, on peut. Je pense qu'on va, voilà, je pense qu'on va emballer. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, bah, elles resteront dans les commentaires. Donc, tu devrais pouvoir les voir sans problème si tu as l'occasion de repasser sur la page de Volcanicar et voir la vidéo. Ah ben voilà, il y avait ma maman qui disait merci, je l'avais raté. Merci maman de me suivre tout le temps dans mes grandes aventures Ça, c'est Volcanicar. important, c'est trop chouette. Je suis trop contente, moi, à chaque fois. Il y a la moitié de ma famille systématiquement sur Facebook, mais C'est trop ça bien. fait plaisir. Et puis voilà, merci des beaux. Je sais qu'il y avait Clément et Marine qui sont deux artistes, je pense que tu aurais plaisir à découvrir, à rencontrer. Clément Corsi, je ne sais pas si tu as déjà vu son travail, il est sur Twitter aussi, sur Insta. Ça me dit quelque chose. Ouais, tu peux regarder. Pour le coup, il y a un lien aussi, il y a un lien avec le burlesque. Hein, enfin, voilà. C'est un peu par l'intermédiaire du burlesque que moi, je l'ai rencontré. Donc, il y a des cohérences complètes. Et si tu as l'occasion de jeter un coup d'œil, il y a eu l'interview de Marine il y a quelques temps. Et pour les gens qui nous suivent juste avant qu'on remballe, il y aura un prochain Facebook Live très certainement la semaine prochaine. Et je tente une nouvelle aventure en vous présentant deux artistes en même temps. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, on expérimente, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et je te remercie. Je vais te laisser aller manger. Je vais aller manger aussi. Et me remettre à corriger un roman. Parce que voilà, moi, je ne suis pas artiste, mais je fais des choses aussi. En fait, il n'y a pas de question d'être artiste ou pas artiste. Hein. Enfin, je veux dire, non, mais s'il y a bien un tu truc sais, dont je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite très, très claire entre artiste et pas artiste. Quand les gens arrivent à la galerie et qu'ils ne connaissent pas la galerie, j'ai toujours cette première question des gens de « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans l'expo ?» Et je dis toujours « Rien du tout, moi, je suis la patronne. » Ça à toi, tout le monde. Tellement de boulot. Voilà. Mais voilà, donc je n'ai pas de velléité de plasticienne. Mais voilà, merci à tout le monde, merci à toi encore une fois. Plein de bonnes ondes pour chez Mamie. Je suis le projet de loin, mais je regarde toujours un petit peu ce qui se passe, ne serait-ce qu'en te suivant sur Twitter. Et je n'ai aucun doute qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. Et moi, je te souhaite bon courage parce que tu es une des premières personnes à qui j'ai pensé à l'annonce du confinement. Et parce que je sais à quel point avoir une boutique ou un lieu, c'est hyper compliqué. Donc, et puis bon, tu venais de c'était à la fois attendu et inattendu. C'est comme si j'avais passé 3 mois depuis janvier à attendre un coup de massue, à me dire elle est où la massue, elle est où la massue, elle est où la massue. Et j'avais beau me dire elle est où la massue, quand elle est tombée, je l'ai prise dessus. Bah ouais, mais oui, pareil. Donc voilà, bon courage en tout cas. Et puis bon appétit. Merci beaucoup, bon appétit, bonne soirée et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On vous souhaite une bonne soirée aussi. Bye. Bye.